Bonjour tout le monde. Contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien et surtout que vous gérez très bien votre confinement. Je vais couper le micro en attendant que tout le monde se rejoigne à nous et par la suite on reprend.
Alors, rebonjour. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran de partage et à m'entendre éventuellement? Alors, est-ce que vous arrivez à m'entendre et à voir mon écran de partage? Parfait. Alors, je pense qu'on va démarrer. Alors, on vous entend, madame, mais l'écran, non. D'accord. Partager. Je pense que ça va maintenant. Vous pouvez voir. Alors, je lis vos commentaires. Là, je pense que c'est bon. L'écran, il est partagé. Parce que je vois l'encadré rouge. S'il vous plaît, confirmez. Parfait, 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 parfait. Alors, comme la dernière fois, ou bien les dernières fois, je vous invite à couper vos micros, à désactiver vos caméras, à laisser vos questions à la fin de la présentation. Et si jamais le micro, ça se coupe, parce que je suis incapable d'avoir l'écran de partage et en même temps lire vos commentaires, vous pouvez me le dire en audio comme la dernière fois. Là, je pense là qu'on peut démarrer, qu'on peut démarrer. Alors, aujourd'hui, la matrice McKinsey est au programme. Donc, et aussi la matrice Ansoff, on va la voir très rapidement vers la fin. Alors, afficher la matrice comme ça, on pourra très bien comprendre. La voilà. Pour qu'on puisse la commenter. Alors, la matrice McKinsey a pour objectif d'évaluer le portefeuille d'activité de l'entreprise selon la position des DAS. Cette position dépend de deux variables, donc les atouts de l'entreprise et l'attractivité du marché. Son intérêt réside dans la prise des décisions au niveau de l'allocation des moyens d'une part et d'une autre
au niveau du choix des stratégies à mener pour chaque DAS. Alors, pratiquement sur la matrice, on trouve deux axes. Donc, un axe qui est horizontal, comme vous le voyez. Donc, il représente les atouts de l'entreprise. Donc, ces atouts qui déterminent la compétitivité de ses produits et en l'occurrence sa position concurrentielle sur le marché. Donc, ces atouts-là peuvent être le prix, le délai, la notoriété, l'image de marque, la qualité, le savoir-faire et j'en passe. Pour le deuxième axe, qui est l'axe vertical, donc il représente les attraits du marché, qui n'est autre que l'intérêt économique et stratégique que possède chaque marché à l'intérieur duquel, éventuellement, chaque DAS de l'entreprise lutte pour survivre. Alors, de temps à autre, je jette un coup d'œil sur vos commentaires. Alors, la construction de la matrice, alors McKinsey recommande d'utiliser 3 niveaux d'évaluation pour les atouts et les attraits. Donc, en choisissant 3 valeurs arithmétiques, donc de 1 jusqu'à 3, donc 1 qui réfère à faible, 2 à moyen et 3 à fort, avec des ajustements de demi-point, 0,5, pour mieux préciser une très forte ou très faible position concurrentielle. Ainsi, chaque DAS sera représenté par un cercle, comme vous le voyez, dont le diamètre sera proportionnel au chiffre d'affaires réalisé par le DAS par rapport au chiffre d'affaires total de l'entreprise. D'accord? Alors, avec une indication de pourcentage au sein de chaque cercle. Ici, on trouve 50%, 30%. Donc, ce n'est autre que la proportion du chiffre d'affaires réalisé du DAS sur le chiffre d'affaires total de l'entreprise. Alors, les moyennes des cotations pour les atouts et pour les attraits sont tracées respectivement sur l'axe horizontal et vertical de la matrice. Alors, pour un repérage facile des valeurs, donc les deux axes sont généralement gradués de 1 jusqu'à 3. Donc, ce qui, comme on l'avait dit, réfère à fort, moyen et faible, et idem pour l'axe vertical. Donc, les autres moyennes vont être tracées en fonction de ces deux axes-là. Donc, par la suite, on va voir cela de plus près lors de la correction de l'exercice. Donc, tout ce qui est calcul de moyenne. Mais en principe, elles sont aussi tracées sur cet axe-là avec une graduation macro 1, 2, 3 pour chacun des axes. Alors, pour les recommandations de McKinsey, donc à l'évidence, nous pouvons repérer facilement 3 zones clés. Donc, ici, qui est relatif à forte au niveau de l'attrait, une position forte au niveau des atouts, pardon, et une position forte également au niveau des attraits. Une deuxième, relativement à moyen, moyen, et une troisième, relative à faible et faible. D'accord? Donc, ce sont les 3 zones qui sont des zones très repérables et des zones clés dans toute la matrice. Donc, pour chacune des zones, McKinsey propose une stratégie élémentaire. Alors, si on a un DAS sur la première zone, donc par exemple ici, on va l'appeler zone A qui correspond à fort, fort. Donc, la stratégie est donc d'investir pour assurer la croissance et les profits futurs. Pour la zone B, qui est ici en plein milieu, donc la stratégie à adopter, si on a un DAS qui se positionne là, donc c'est une stratégie pour maximiser les résultats d'exploitation, mais d'une façon sélective, selon la situation de l'entreprise et selon la période, ou bien la situation à l'instant T. Pour la dernière zone qui s'affiche ici, relative à faible, faible, au niveau des attraits et au niveau des atouts, donc probablement, il faut opter pour un désinvestissement, carrément. Alors, autrement, en parlant de stratégie,
Il faut choisir entre se développer ici ou bien rentabiliser, mais d'une manière sélective, qui est là, en plein milieu, ou bien se retirer du marché qui est là. Si on a une très très faible position au niveau de l'attrait, au niveau des atouts. Vous suivez. Néanmoins, ces trois stratégies peuvent être extrapolées en plusieurs, selon les autres positions que la matrice peut nous offrir. Et on trouve alors, par exemple, ici, ici, ou encore là, ici ou ici. Alors, ce qui nous donne le tableau suivant. Donc, on va un petit peu remonter. Ce qui va nous donner ce tableau-là. Donc là, on a les attraits, donc fort, moyen et faible. On a toujours les atouts, donc fort, moyen et faible. Donc, les trois positions clés des DAS qui sont ici, ici et là, donc qui réfèrent respectivement à trois stratégies qui sont très évidentes et automatiques. Donc ici, c'est-à-dire maintenir la position à tout prix, ou bien rentabiliser d'une manière sélective, ou carrément désinvestir. Là, ce sont vraiment les extrêmes. Mais comme vous pouvez le constater, il y a la matrice nous offre d'autres positions et par conséquent nous offre d'autres possibilités de stratégie. Notamment ici, si on a le DAS positionnant dans cette case, donc il faut maintenir la position. Ici, il faut rentabiliser ses actifs. Là, il faut investir pour améliorer la position. Là encore, il faut effectuer une retraite sélective. Ici, il faut doubler la mise ou abandonner. Ici, effectuer une retraite sélective. Alors, je pense que ce sont les points à aborder pour comprendre la matrice. Jusque-là, est-ce que c'est clair chez tout le monde? Pour pouvoir passer à l'application. Parfait. Alors, maintenant, alors, pour l'application, je pense qu'on va passer directement à l'exercice 2, là où il y avait beaucoup de questions. Pour le premier exercice, pour le cas de Danone, je pense que c'était un exercice de compréhension, donc qu'il était assez clair. Donc, on va passer directement au deuxième exercice. Alors, une entreprise française d'électronique grand public, ben, à la base c'est une filiale française d'un groupe asiatique, souhaite évaluer ses 4 DAS ci-bas en fonction de la matrice McKinsey. Alors, les DAS qui seront concernés par cette analyse-là, donc le premier, c'est l'assemblage HIFI, la réparation de graveurs de CD, l'assemblage de graveurs de CD à la demande, dans une optique de diversification possible. Aussi, la recherche et le développement, RD, éveil technologique. Ben, ce qu'on vous demande, c'est de présenter la matrice relative à ces DAS-là en la commentant et en analysant et proposer des recommandations. Évidemment, il faut préciser les variables euh, au niveau des attraits et au niveau des atouts. Donc, rappelez-vous ce qu'on avait vu lors de la présentation, qu'il y a pas mal de variables au niveau des attraits et au niveau des atouts. Donc, il faut les fixer soit par le marketeur lui-même, soit par l'entreprise,
ou carrément soit par l'exercice. Par exemple, ici, dans l'application, donc les attraits sont limités au potentiel de croissance sur le marché, au potentiel de la marge, au risque sur le marché, à l'impact de la localisation géographique. Pour les atouts, on a choisi le coût, qui est la capacité à maîtriser les coûts et proposer des prix compétitifs, le délai, la capacité à maîtriser la chaîne logistique et tenir les délais, la qualité, qui réfère à la capacité de maîtriser et fournir la qualité attendue, et la localisation, qui est une importance, c'est-à-dire pour exprimer l'importance de la proximité, et la réactivité, qui réfère à la capacité de réaction au changement de commande, de planning, etc. Donc, il faut bien déterminer, c'est-à-dire les définitions de chaque atout pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde lors de l'analyse. Alors, maintenant, on va passer aux corrections. Je vais jeter sur vos commentaires. Voilà. Alors, lors de la rédaction c'est-à-dire d'une analyse par rapport à une matrice, donc déjà, il faut poser les DAS concernés, voilà. Et pour la construction de la matrice McKinsey, on va procéder sur deux temps. Alors, le premier concerne l'analyse et le calcul des moyennes pour évaluer les intérêts. D'accord? Ça, d'une part. Sur le deuxième temps, on va calculer les moyennes pour pouvoir évaluer les atouts de l'entreprise. Donc, on va faire, c'est-à-dire la construction de la matrice va se passer sur deux temps. On va commencer par les intérêts et par la suite, on va terminer par les atouts, d'accord? Et enfin, on va les juxtaposer pour construire la matrice, faire une analyse et par conséquent déduire les recommandations. Voilà. Donc, on va commencer, voilà, c'est ici grand 1, intérêt des segments pour les entreprises. Alors, pour chaque segment, il est évalué par rapport à 4 paramètres. Donc, comme on avait expliqué lors de l'énoncé. Donc, le potentiel de croissance, de marge, le risque sur le marché et l'impact de la localisation. Alors, coupez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous arrivez à suivre? Il n'y a pas de problème. On continue? Ok. Alors, comment on va procéder? Comme on avait expliqué lors de la présentation, chacun de ces paramètres peut prendre une valeur de 0,5 à 3,5. C'est-à-dire, on avait dit qu'il faut évaluer ces paramètres-là, d'accord, de 1 à 3. 1 relatif à faible, 2 à moyen et 3 à fort, d'accord? Avec un incrément de 0,5, c'est toujours le n-demi, pour pouvoir accentuer soit une très forte position ou bien une très faible position concurrentielle. D'accord? Alors, pour pouvoir les représenter dans ce tableau-là. D'accord? Et ici, donc avec l'argumentaire. Ici, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à l'analyse. Par rapport à l'analyse et par rapport aussi aux résultats par conséquent. Donc, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'on ne peut pas avoir des résultats identiques. D'accord? Parce que cela dépend de beaucoup de paramètres. De un, c'est-à-dire ça dépend des données fournies. Deux, ça dépend des informations qu'on peut avoir d'une manière générale sur le sujet, sur le secteur, sur l'activité elle-même, sur son développement, sur le pays même. D'accord? Trois, ça dépend aussi des compétences du marketeur en termes d'analyse, en termes de synthèse, en termes d'argumentation et de cohérence. D'accord? C'est pour cela que, et aussi ça dépend aussi de la situation de l'entreprise.
d'accord? Peut-être ces résultats-là ne peuvent plus être valables d'ici peu de temps. Ça dépend vraiment des fluctuations des marchés. Donc, j'insiste là-dessus. Notre objectif, c'est vraiment comprendre la matrice, comprendre son principe, comprendre son usage et procéder à sa bonne application avec tout ce qui est, c'est-à-dire la manière, la méthode. D'accord? Par la suite, les résultats peuvent différer selon les paramètres que je viens de citer. Et je souligne encore une fois que lors d'un examen, donc l'évaluateur ne cherche pas forcément les résultats parce qu'on sait les moyens de l'élève, on sait les moyens, aussi les limites, euh, données, les limites au niveau des données de l'énoncé lui-même. Parce qu'à un certain niveau, on ne peut pas donner toutes les informations sur une entreprise X. Donc, l'évaluateur évalue n'évalue pas les résultats obtenus par l'élève, mais plutôt sa manière de procéder. Est-ce qu'il a bien compris la matrice? Est-ce qu'il a bien défendu ses propos en termes d'analyse? C'est ce qui est le plus important. Voilà. Pour qu'on soit clair, c'est-à-dire par rapport à toute interprétation, à toute différenciation par rapport aux résultats. D'accord? Donc, revenons à notre exercice. Donc, je disais que ces variables-là, par rapport qui expriment les intérêts, on va devoir les évaluer encore, c'est-à-dire les apprécier de 1 à 3, d'accord, avec un petit argumentaire, comme vous le voyez sur le tableau. Alors, pour le potentiel de croissance sur ce marché, donc on l'a noté 1. Pourquoi? Parce que peu important, car l'entreprise n'est pas structurée pour de grandes séries. Il y a des effets en plus de seuil technique et de coûts européens. Pour le potentiel de marge, on l'a noté 3, donc très important pour la profitabilité. Pour le risque de ce marché, donc on l'a noté 2, parce que le risque il est inhérent à toute entreprise. Cependant, il faut le limiter car le but visé est la pérennisation de l'entreprise. Et enfin, la localisation géographique, il est noté 3. Pourquoi? Parce que c'est un facteur de différenciation par rapport à l'entreprise. Voilà. Alors maintenant, on va devoir, après l'évaluation de ces variables-là, par rapport, je rappelle, aux intérêts des segments, d'accord? On va maintenant qualifier ou bien apprécier chaque DAS par rapport à ces paramètres-là, qui sont d'intérêt, bien sûr, qui sont potentiel de croissance, le risque, localisation, potentiel de marge. Toujours en procédant avec la même manière. Alors, pour le produit A, qui est l'assemblage HIFI, donc, pour le potentiel de croissance au niveau des attraits, on l'a noté de 1. Pourquoi? Parce que le secteur il est en déclin et les produits sont banalisés. Donc le deuxième tableau, donc il présente plus ou moins l'argumentaire par rapport à nos notes données ici. D'accord? Donc ici on a encore un au niveau, toujours dans le DAS A, par rapport au potentiel de marché. Pourquoi? Oups. Alors parce que la concurrence elle est féroce. Et donc, il y a un risque de banalisation aussi. Alors, ici, pour le risque, toujours pour le risque qui est, je répète, qui est une variable au niveau des intérêts, d'accord, comme précisé dans l'exercice. Et par rapport à l'assemblage lévi qui est le DAS A, donc on note 2. Pourquoi? Et les deux moyens, le risque et les moyens. Pour la localisation, qui est toujours, je répète, pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que c'est très très important, qui est une variable pour les intérêts, d'accord, relatifs
Audace A, qui est assemblage IFI, on l'a noté 1,5. Comme on a dit tout à l'heure, on peut très bien faire des ajustements d'un demi-point, c'est-à-dire 0,5, pour pouvoir accentuer la faible ou bien la très forte position concurrentielle. Ici, par exemple, on a mis 1,5. Pourquoi? Alors, seulement pour la réactivité des livraisons. Voilà. Parce qu'on a constaté qu'il y a une réactivité de livraison par rapport au premier TAS. Donc, la localisation géographique, elle est plus ou moins, elle n'est pas très importante, mais bon, elle est notée de 1,5. Justement, c'est pour cela qu'on a fait, c'est-à-dire des appréciations chiffrées pour être beaucoup plus juste et exact. Donc, 1,5. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, avant de passer en moyenne, est-ce que ces tableaux sont clairs? J'attends vos commentaires pour pouvoir avancer. Amine, d'accord, parfait, parfait, parfait. Alors, on continue maintenant. Passons en moyenne. Alors, on a mis 1 pour le potentiel de croissance, on a mis 1 pour le potentiel de marge, pour risque, on a mis 2 et pour localisation, on a mis 1,5. Je rappelle, ce sont les valeurs octroyées aux variables au niveau des intérêts, d'accord, relativement au DAS A qui est assemblage IFI. Maintenant, pour avoir la moyenne, je rappelle encore une fois que cette moyenne, c'est elle qui va figurer sur la matrice. Donc, on applique carrément, c'est-à-dire la formule classique. C'est le 1 plus 1 plus 2 plus 1,5 divisé sur 4, puisqu'on a 4 variables. Ça nous donne 1,4. Donc, la même chose sera faite pour le reste des DAS, d'accord? On va évaluer leur appréciation par rapport aux 3 variables. Peut-être ici, vous allez trouver un autre chiffre derrière la virgule, mais ce n'est pas méchant. Donc, encore une fois, l'essentiel, c'est de comprendre la logique des choses, d'accord? Et par la suite, on va trouver les moyennes qui sont là, 1,4, 2,3, 2,4, 1,6. Ces moyennes-là, ce sont elles qui vont figurer sur la matrice. D'accord? Donc ici, c'est vraiment un tableau transitif, on va dire. D'accord? Juste pour nous aider à défendre nos valeurs mises sur le tableau. D'accord? Alors, passons maintenant aux atouts de l'entreprise. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, donc la construction de la matrice, elle se passe sur 2 niveaux ou bien sur 2 temps. Le premier concerne les atouts, le premier concerne les intérêts, le deuxième concerne les atouts et par la suite, un troisième temps, on va les juxtaposer pour construire la matrice. C'est pour avoir les données sur l'axe vertical et les données sur l'axe horizontal. Alors, pour les atouts, encore une fois, l'exercice a limité les atouts en coût, délai, qualité, localisation et réactivité. D'accord? Autrement, c'est à vous de choisir, c'est-à-dire moi je généralise, c'est-à-dire c'est le marketeur ou bien le directeur ou bien l'entreprise, c'est-à-dire en fonction de ses KPI, en fonction de sa situation, de vraiment déterminer ses atouts, c'est-à-dire les atouts importants pour elle, pour pouvoir évaluer ses DAS. Et ça diffère, je souligne, d'une entreprise à une autre. Alors, la même chose ici. Alors, d'abord, c'est-à-dire pour ces 5, oui, voilà, ces cinq variables au niveau des atouts, on va les évaluer,
d'accord, de 1 jusqu'à 3, d'accord, relativement, je répète encore une fois, à faible, moyen et fort, d'accord, selon la situation dans l'entreprise et l'analyste. Donc, pour le coût, donc c'est 3, c'est important. Pour le délai, c'est 2, c'est important aussi. Pour la qualité, c'est 3. Pour la localisation, c'est important. Pour la réactivité, c'est 2. Donc, la réactivité, c'est 3. D'accord? Alors, on va procéder de la même façon que pour les intérêts. D'accord? Tout comme dans le premier tableau. Donc, on aura un, un tableau qui représente les valeurs, les chiffres, et un deuxième tableau qui supporte le bien fondé de ces valeurs-là. Alors, pour le premier DAS, l'assemblage est fait pour le coût. Donc, on a noté 1. Pour le délai, c'est 2. Pour la qualité, c'est 3. Pour la localisation, c'est 1. Pour la réactivité, c'est 2. D'accord? Pourquoi? Donc, ici, pour le coût, donc l'entreprise, elle est non compétitive. Pour le délai, donc elle est moyen par rapport au DAS, peut-être l'assemblage, donc l'activité ne prend pas un grand délai. Pour la qualité, donc elle est reconnue bonne par les clients. Donc elle est notée ici, elle est notée 3. Pour la localisation, donc peu important car de nombreuses importations depuis l'Asie, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est une filiale française d'un groupe asiatique où son siège alors car de nombreuses importations depuis l'Asie, donc c'est peu important pour la localisation. Et pour la réactivité, c'est 2, donc moyenne. Pourquoi? Parce qu'elle est moyenne, mais on voit d'amélioration. D'accord? Ça, par rapport à nos notes. Maintenant, par rapport aux moyennes, la même chose que sur le premier tableau. Donc, c'est par exemple pour la moyenne du DAS A, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus 2 divisé sur, cette fois, sur 5. Ça nous donne un total, une moyenne de 1,8. Donc, la même chose va se faire pour le reste des DAS. Et évidemment, ces moyennes-là, c'est elles qui vont faire objet d'une présentation sur la matrice. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je vais jeter un coup d'œil sur vos commentaires. Est-ce que c'est bien clair chez tout le monde? Alors, pour la moyenne, alors attendez, je vais voir. Oui, pour Mademoiselle Samiha. Alors pour la moyenne, donc c'est l'addition des valeurs qu'on a attribuées pour chaque variable sur la somme des variables. Ici, on a 5 variables. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on met 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus 2 sur 5. Ça nous donne 1,8. Et la même chose pour les intérêts. Donc, un total de 1, 1, 2, 1,5, d'accord? Sur combien? Sur 4, puisqu'on a 4 variables par rapport aux intérêts. Au niveau des intérêts, on a le potentiel de croissance, le potentiel de marge, le risque, la localisation. Ça nous donne une moyenne de 1,4. De toute façon, c'est écrit ici sur vos corrections. Même les fiches, ils ont été rédigées d'une manière à ce que, c'est-à-dire que ce soit très, très clair pour vous. Est-ce que c'est bon? On peut avancer? Pas de différence.
Alors, pour Monsieur Mehdi Agouzoul, donc il dit si ces appréciations se diffèrent, puisque c'est basé sur une note personnelle, il n'y aura pas de différence par la suite. En fait, je viens de dire, ça reste des appréciations, des évaluations, donc sur lesquelles on se base pour construire une matrice, mais qu'on doit bien défendre. Là maintenant, si on a mis une note de 1 ici par rapport au potentiel de croissance, eh ben, on l'a défendu là. Probablement chez vous ou chez un autre marketeur ou bien une autre personne qui s'occupe de la construction de la matrice, peut-être il va donner une autre note différente de 1 pour le potentiel de croissance, mais il n'a qu'à la justifier. Et selon sa justification et son argumentaire, on va savoir est-ce que sa matrice sera crédible ou pas. D'accord? Alors, je vais jeter encore. D'accord, c'est maintenant. Merci beaucoup. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, et je le répète encore une fois, donc dans les sciences dites souples, ce ne sont pas des sciences exactes, d'accord? On essaye au maximum possible de faire des évaluations chiffrées, des appréciations chiffrées, mais ça dépend de beaucoup de données, ça dépend des informations, Hamidi Agouzel. Donc ça dépend des informations qu'on a sur le cas, donc, ça peut différer aussi au niveau c'est-à-dire de la manière d'analyser. Chacun a sa manière d'apprécier les choses, d'évaluer les choses, mais il y a quand même des choses qui sont plausibles et d'autres non. C'est pour cela que je vous dis, le plus important dans une démarche mercatique, c'est vraiment l'argumentaire. L'argumentaire, et plus on a beaucoup d'informations sur l'entreprise, sur le marché, sur les clients, ça nous donne beaucoup de facteurs pour réussir toute interprétation et toute analyse. D'accord? Encore, je le répète, notre but n'est pas d'avoir, c'est-à-dire 1 plus 1 égale à 2. Non, non, l'objectif, c'est de comprendre la matrice, comprendre sa construction, comprendre sa méthodologie et sa finalité. Par la suite, les données peuvent différer. Et même en ayant des résultats exacts aujourd'hui, ne peuvent plus être valables peut-être demain ou après-demain. Donc, s'il vous plaît, je répète encore une fois, il ne faut pas se concentrer sur des choses qui vont changer. Il faut se concentrer sur l'essentiel. C'est de connaître la matrice, son objectif, ses composantes, pourquoi on l'a construit. Dans quel but? Quelles sont ses finalités? Par la suite, ça dépend, c'est-à-dire l'analyse diffère, mais le tout doit être argumenté. Et encore, à notre niveau, il y a vraiment une grande difficulté à vous donner un exercice complet, parce que généralement en marketing, c'est-à-dire il y a des cas qui sont vraiment assez lents, il faut vraiment les faire en totalité pour bien comprendre une problématique précise. Alors que nous, on a des niveaux, c'est-à-dire on a des objectifs pédagogiques par rapport au cours. À votre niveau, on ne peut pas aller plus loin que ça, c'est-à-dire de découvrir la matrice, ses axes, et voilà, et assimiler sa bonne application. D'accord? Mais sinon, par rapport au cas, que ce soit cet exercice-là ou bien d'autres exercices, c'est-à-dire il faut avoir beaucoup d'informations sur l'entreprise, sur les clients. C'est-à-dire vous n'aurez jamais un exercice exhaustif. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire. Vous n'aurez jamais un exercice complet en information, exhaustif en information pour faire euh, une analyse, on va dire, très pertinente au point qu'elle soit identique, au point qu'elle soit réelle, au point qu'elle soit identique chez tout le monde.
C'est-à-dire que la même analyse que j'ai, c'est-à-dire une autre personne dans l'autre bout du monde va trouver la même chose. Il faut vraiment qu'on soit très très bien informé et malheureusement, on ne dispose pas de toutes les informations et même on est limité par les objectifs aussi pédagogiques selon votre niveau. Voilà. Et les objectifs du cours aussi. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans la discipline, peut-être vous aurez accès à d'autres informations et peut-être vous allez avoir une vision beaucoup plus large par rapport à la problématique de l'entreprise et par conséquent, c'est-à-dire avoir accès à plusieurs mécanismes pour pouvoir la régler. Alors, sans plus tarder, là, c'était une parenthèse parce que je reçois pardon, beaucoup de questions dans ce sens. Donc, il faut se concentrer sur l'essentiel, s'il vous plaît, qui est la mécanique de la matrice. Voilà. Alors, revenons. Alors, pour la présentation maintenant de la matrice, voilà. Donc, on a l'axe horizontal, donc, qui représente les atouts de l'entreprise sur le segment. On a l'axe vertical qui représente l'intérêt. Toujours, comme on avait dit lors de la présentation, avec une graduation de 1, 2, 3 qui réfère à faible, moyen et fort. La même chose sur l'axe vertical. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer les moyennes qu'on avait calculées. Voilà, au niveau des attraits et au niveau des atouts. Voilà. Alors, au niveau des intérêts, donc 1,4, 2,3, 2,4, 1,6, et au niveau aussi des atouts. Voilà. On va les tracer ici. D'accord. Donc, la projection ou l'intersection entre deux valeurs qui réfèrent respectivement à l'intérêt, à la moyenne au niveau des intérêts et à la moyenne au niveau des atouts, d'accord? Relativement toujours à un DAS. Ici, on a 4 DAS, on a 4 DAS, donc A, B, C et D, donc c'est 5 DAS, d'accord? Nous donne une position précise du DAS, d'accord? Je rappelle encore une fois que le diamètre, ça c'est par rapport à la position, 1,5, 1,5, on a un DAS ici, 2,5, 2,5, le DAS sera ici. Je ne sais pas, ici 1,5, alors on va mettre ici par exemple alors 1,6, on a une moyenne de 1,6, avec ici avec 1,7 qui se trouve là, donc le DAS va se trouver ici. Donc c'est une projection, c'est-à-dire qui représente l'intersection entre deux valeurs, la moyenne de l'atout et la moyenne de l'attrait par rapport au DAS. D'accord? Ça, d'un point, c'est-à-dire d'un côté. D'un autre, c'est-à-dire le diamètre du DAS, je rappelle encore une fois, il diffère selon le chiffre d'affaires du DAS sur le chiffre d'affaires total de l'entreprise. En principe, ici, on a une petite indication en pourcentage, 30%, 50%, donc qui indique le chiffre d'affaires. Donc peut-être si vous croisez d'autres matrices maquisées, peut-être vous allez voir ici des pourcentages. Donc sachez que ces pourcentages-là représentent le chiffre d'affaires du DAS sur le chiffre d'affaires total de l'entreprise. D'accord? Et, euh, et ce pourcentage-là, euh, influence le diamètre de chaque DAS. Donc, c'est pour cela qu'on va trouver ici un DAS avec un diamètre réduit, encore ici un autre plus petit, là est moyen. Est-ce que c'est clair? La présentation graphique. Voilà, vous l'avez ici comme remarque. Alors, ici pour l'analyse, donc le coin le plus favorable est le coin nord-est.
d'accord, qui est en haut à droite, qui est ici, d'accord, qui correspond évidemment à fort au niveau des atouts et fort au niveau des attraits, d'accord, et le coin le plus défavorable est celui de gauche, en bas à gauche, donc qui est ici, qui est évidemment relative à faible au niveau des atouts et faible au niveau des attraits. Ici, encore une fois, je rappelle ce qu'on avait vu dans la présentation, qui sont les trois stratégies, on va dire, extrêmes, d'accord? Soit, c'est-à-dire, on est dans le développement, on est dans le réinvestissement, soit on est dans le désinvestissement carrément, soit on est dans, c'est-à-dire la rentabilisation euh, des investissements qu'on a déjà effectués, mais d'une manière sélective. D'où ce sont les trois stratégies qu'on avait vues, ces trois zones clés. Donc, moi, ce sont les extrêmes. Mais bien sûr, c'est-à-dire d'autres émergent. Donc, par exemple, ici, on a amélioré la position, redoublé l'effort ou abandonné, se retirer progressivement, sélectivement, rentabiliser, maintenir la position, voilà, etc. Alors, pour les recommandations, donc on va se limiter par rapport à deux DAS principalement euh, qui sont très importants et qui figurent d'une manière assez forte sur la matrice. Donc, qui sont l'activité HIFI, donc qui génère le plus gros volume. Donc, on le voit bien à travers son gros diamètre. Ici, je souligne que sur l'énoncé, on n'a pas appliqué cette formule par rapport au diamètre du DAS parce que tout simplement, on ne dispose pas du chiffre d'affaires. Donc, c'est fait d'une manière approximative, mais on le comprend, c'est-à-dire à travers l'énoncé et les données écrites sur chaque DAS. Mais en général, c'est-à-dire ces diamètres-là sont calculés sur la base du chiffre d'affaires relatif au DAS et le chiffre d'affaires global de l'entreprise. D'accord? Donc, pour les recommandations, comme j'ai dit, on va se limiter sur vraiment les plus importantes DAS, les deux. Donc, dans ce sens, on va dire, donc il faut revoir la gamme pour renforcer ses atouts, c'est-à-dire les atouts de l'entreprise, reconsidérer l'intérêt du segment à terme, d'accord? Parce que il figure là, donc autrement sur le plan de la stratégie, donc il faut penser à rentabiliser davantage le DAS, d'accord? Parce qu'en principe, donc si les choses vont bien, normalement il doit se positionner ici, fort et fort, mais là on le trouve plus ou moins ici. Pour l'assemblage de graveurs à la demande, donc une stratégie de différenciation possible et prometteuse à condition d'en maîtriser les facteurs clés de succès. Donc, par contre, pour cette activité-là, donc pour l'assemblage, pardon, pour l'activité d'assemblage de graveurs, donc il est mieux positionné, donc on la trouve ici, donc avec un intérêt très fort au niveau du marché. Donc il faut l'accompagner, d'accord? Il faut l'accompagner en matière de développement et en matière d'investissement, d'accord? Voilà, parce que le marché il est prometteur. Alors, j'espère que c'est clair. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer rapidement à une petite présentation par rapport à la matrice ANSOF. Pour les autres, donc il nous reste la matrice Kotler. Donc, la matrice Kotler, donc, elle est élaborée d'une façon sous la forme d'un cours.
Donc, il faut juste la lire tranquillement et bien maîtriser, et bien comprendre les indicateurs, hein, sur le plan qualitatif et quantitatif. Donc voilà, donc je pense que la matrice Kotler n'a pas besoin, c'est-à-dire de plus d'éclaircissement. C'était élaboré dans le sens d'un cours. Maintenant, on va passer à la matrice Ansoff. Donc, à la base, vous n'avez pas eu d'exercice là-dessus, c'était un exercice de compréhension. On va quand même faire une petite présentation pour la matrice Ansoff. Donc, elle permet de modéliser les vecteurs de croissance envisageables pour l'entreprise. Donc, autrement, choisir ses stratégies de développement. Donc, selon la matrice, on a trois vecteurs de croissance, d'accord? Donc, le 1, le 2 et le 3. Donc, l'axe horizontal, comme vous le voyez, donc décrit les possibilités de développement en termes de produits. Bien qu'un produit existant modifié carrément vers un nouveau produit. L'axe vertical donc indique les développements envisageables en termes de marché. On a ici existant, élargi ou bien carrément un nouveau marché, d'accord? Soit par expansion géographique ou extension de segments de clients, c'est-à-dire avoir plusieurs catégories de clients, peut-être dans le même marché, que ce soit au niveau du marché existant, bien élargi, ou bien dans le nouveau marché. C'est un petit peu difficile pour faire, c'est-à-dire deux stratégies de différenciation en même temps, au niveau des clients, segmentation client, et au niveau, c'est-à-dire au niveau géographique, l'expansion géographique. Alors, l'axe diagonal donc, réfère à la diversification marketing, voilà ce qu'on appelle la diversification marketing, donc qui correspond au développement d'un nouveau produit pour un nouveau marché. Voilà, nouveau, à partir des compétences existantes dans l'entreprise. Donc, en fonction de la position de chaque DAS, donc on procède de la même façon que chez les autres outils mobilisés dans l'évaluation des DAS. Donc, on positionne chaque DAS en fonction de ces cases-là au niveau, on va dire, du cycle produit et aussi au niveau de son marché, d'accord? Et on aura par la suite 9 positions. On aura un DAS qui est là, un autre peut-être qui est ici, un autre qui est ici, d'accord? Ça dépend, comme j'ai dit, de la position, de l'intersection entre la position produit et sa position marché. Donc, en fonction de ça, l'entreprise décide. Si, par exemple, son DAS, suite à l'intersection de sa position produit et sa position marché, il se trouve là, donc ici, l'entreprise aura tendance à augmenter la pénétration sur le marché. Si elle est encore là, donc elle doit penser à une amélioration des produits. Et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à lire correctement la matrice. Et voilà, et suivre par la suite les différents vecteurs de développement selon la position des DAS. Donc, je pense que notre présentation touche à sa fin. Si vous n'avez pas de questions, j'espère que c'était assez clair, c'était assez constructif. Si vous n'avez pas de questions,
Bah, c'est moi qui vous remercie. Bah, je vous dis bon courage et voilà, je pense que ça serait la dernière présentation. Peut-être si vous avez des questions, vous pouvez me contacter toujours. Donc, même si aujourd'hui j'annonce, c'est-à-dire la fin des TD. Donc voilà, je vous souhaite très bon courage à la rentrée prochaine. Inch'Allah.